Chronique d'un été est devenu emblématique de ce que l'on a appelé au début des années 60 le cinéma vérité. L'appellation, qui a été l'objet de vifs débats, vient d'Edgar Morin. Ce cinéma dit vérité a été possible à ce moment-là grâce à l'arrivée d'outils légers permettant de filmer en son synchrone dans la rue à la main. Ce film a été conçu à deux par Jean Rouch et Edgar Morin. Les deux hommes n'ont pas du tout le même parcours. Jean Rouch est un ethnographe cinéaste et son terrain de prédilection est l'Afrique. Edgar Morin est un sociologue universitaire qui a choisi le cinéma parmi ses objets d'études préférés. C'est Morin qui a eu l'idée initiale du projet, réaliser un film ethnographique en France à l'été 1960, comme Rouch les faisait en Afrique. Le film s'ouvre sur un micro-trottoir, genre journal télévisé, où Marceline Loridan et Nadine Ballot demandent à des passants, interpellés au hasard dans la rue, « Êtes-vous heureux ?» Mais c'est seulement une façon de commencer et de proposer une problématique. Le film ne suivra pas du tout cette approche par prélèvement aléatoire. Il est construit, au contraire, sur des personnes précises, choisies par les deux cinéastes pour constituer la population du film. Ce choix devait être représentatif de cette année 60 où il a été tourné. Mais il ne se réduit pas à un simple échantillonnage sociologique. Chacun des participants l'est aussi pour des raisons politiques ou amicales. Beaucoup de ceux qui sont encore des inconnus anonymes deviendront par la suite des figures de la vie intellectuelle française. 5 ans après le film, Régis Debray part à Cuba et s'engage en Bolivie aux côtés de Che Guevara. Il deviendra ensuite philosophe et écrivain. Marceline Loridan a été déportée en 1944 avec son père à l'âge de 16 ans. En 1955, elle adhère brièvement au Parti communiste où elle croise le chemin d'Edgar Morin qui est en train lui aussi de s'en éloigner. Elle réalisera plus tard des films après sa rencontre avec Joris Ivens, dont elle deviendra la compagne et la co-réalisatrice. Jean-Pierre Sergent deviendra militant anticolonialiste et réalisera des films engagés. Marie-Lou Parolini est alors secrétaire au Cahier du cinéma. Elle deviendra une photographe de plateau de la Nouvelle Vague. Elle a été aussi scénariste avec Bertolucci et Rivette. Sa présence est l'occasion d'un passage discret dans le film de Jacques Rivette, au moment où elle tombe amoureuse de lui. Cette rencontre est réelle, puisqu'elle deviendra son épouse et co-scénariste. Mais il exige d'être filmé de façon anonyme et fragmentaire, dans des plans où il est difficile de l'identifier. Nadine Ballot et Modeste Landry ont été des protagonistes de la pyramide humaine que Rouch a tourné l'été précédent à Abidjan. 1 an plus tard, Nadine Ballot deviendra le personnage principal du film de Rouch, La Punition. Angelo, lui, est ouvrier chez Renault. Le film lui donne une place de choix et le temps nécessaire pour parler très librement de sa vie, de son travail à l'usine, des difficultés de son quotidien. Mais sa liberté de ton et la précision de ses analyses lui vaudront d'être licencié de son travail. Le cinéma vérité, où l'on parle librement de soi-même, peut donc être dangereux. Dans une scène d'une grande force cinématographique, Marceline Loridan arpente la place de la Concorde en se remémorant son départ et sa vie en camp de concentration. La scène est une réponse à un dialogue à table avec Landry, qui n'a aucune idée du sens des chiffres qui sont tatoués sur son bras. Il n'y a jamais aucun forçage ni aucun arbitraire pour faire entrer l'histoire dans le film. Elle y entre par l'expérience directe des personnages qui parlent de leur vie réelle, l'Afrique, le colonialisme, les camps de concentration, le travail à la chaîne. Ce film, au point de départ, était conçu et réalisé à égalité entre Rouch et Morin. Le producteur, Anatole Dauman, qui en avait accepté le principe, finit par considérer que Rouch est le véritable cinéaste, et le film a un peu échappé à Edgar Morin. Il était prévu que chacun des deux co-réalisateurs fasse son propre montage, mais Dauman, après avoir vu le montage de Rouch,
décide qu'il n'y aura pas de seconde version du montage. Morin est un peu frustré et publiera plus tard un livre où figurent les scènes coupées par Rouch qu'il aurait voulu conserver. 50 ans après le tournage, l'ensemble des rushs initiaux, que l'on croyait perdus, ont été retrouvés dans une armoire du CNRS et une version longue d'une durée de 6 heures est reconstituée et commentée en voix off par Morin lui-même. Mais le film n'est pas reconnu par Florence Dauman, héritière des droits, et restera dans ses boîtes. On voit au début du film les deux réalisateurs en train de réfléchir à son dispositif, avec Marceline Loridan, avant qu'elle se lance dans la rue, micro à la main. Morin a regretté qu'il ne reste pas grand-chose de cette dimension réflexive, qui faisait partie prenante du projet initial, sauf dans la séquence finale. Dans ces scènes éliminées dans le montage, les deux réalisateurs faisaient le point de temps en temps sur l'état du tournage, sur les décisions à prendre et sur la façon de le continuer. Un dispositif est très présent dans le film, celui des discussions à table entre protagonistes. L'idée vient sans doute de Jean Rouch, l'échange des idées est plus vivant et direct lorsqu'ils sont en train de partager un repas, mais les personnages sont aussi filmés seuls par moments, dans leur intimité, leurs difficultés à vivre et même leurs déprimes. Dans le débat final, certains des protagonistes critiqueront l'attention trop forte portée aux états d'âme de Marilou Parolini. Une question s'est posée à la critique de l'époque. La notion d'auteur vient de triompher, grâce à la fameuse politique des auteurs des cahiers du cinéma, et a donné naissance à la nouvelle vague. Que devient cette notion d'auteur dans un film fait à deux et où les dialogues sont improvisés par des gens pris dans la vie réelle? Dans le dispositif lui-même, Godard, dans les années 60, choisira souvent le vivant du dispositif contre la maîtrise de la mise en scène. 2 ans plus tard, en mai 62, un autre film dit de cinéma vérité, Le Joli Mai, sera conduit lui aussi par un tandem, le cinéaste Chris Marker et le chef opérateur Pierre Lhomme, et s'inspirera des principes de Chronique d'un été.